Bonsoir. Donc, mon nom est Sybille Mertens et si je suis là ce soir, c'est pas tellement parce que je suis une spécialiste de l'énergie, mais plutôt parce que depuis une vingtaine d'années, je travaille plutôt sur l'action citoyenne dans le monde économique. Donc, ma spécialisation, c'est plutôt autour des modèles coopératifs, des modèles associatifs, là où finalement, dans nos actes économiques, nous pouvons, au-delà de simplement une posture de consommateur, de producteur, nous pouvons aussi exercer notre rôle citoyen. Donc ça veut dire que le regard que moi je vais apporter aujourd'hui, c'est plutôt le regard de quelqu'un qui a une formation d'économiste, mais qui l'utilise dans l'analyse des modèles d'organisation. Et je suis vraiment ravie d'être là ce soir, je pense principalement pour apprendre avec vous, mais parce que cette question m'intéresse et que le domaine énergétique, c'est sans doute un des champs où l'action citoyenne se pose avec le plus d'acuité. Et ça m'intéresse de comprendre à partir des questions qu'on va se poser dans l'énergie, de pouvoir faire des liens avec des questions similaires qui pourraient se poser, par exemple, sur les questions d'alimentation, de transport, de finances ou d'autres questions. Alors, on a un temps assez limité, ça veut dire que moi, j'ai essayé de résumer ça à 6 idées que je voudrais partager avec vous ce soir, en sachant qu'on reviendra évidemment sur d'autres détails peut-être après dans la discussion, et puis que mon collègue apportera sûrement un regard plus imprégné des questions énergétiques que mon regard organisationnel. Alors je voudrais, comme première idée, rappeler pourquoi la question de l'énergie pose des questions spécifiques aux économistes. Vous savez, l'économiste, c'est quelqu'un qui a la meilleure manière de gérer la maison, et donc qui doit se poser la question de savoir quand on a des besoins, comment est-ce qu'on essaye d'y répondre. Et la question de base pour l'économiste, c'est est-ce qu'il y a des besoins et est-ce que nous avons les ressources pour couvrir ces besoins et est-ce qu'on peut trouver un modèle qui fonctionne et qui nous permet de mobiliser ces ressources pour satisfaire les besoins. Seulement quand on pose cette question dans le cadre énergétique, on se rend compte qu'il y a différentes caractéristiques de ce domaine qui font que la question devient particulièrement complexe. Premier élément de complexité que je vois, c'est que jusqu'ici, la question énergétique, jusqu'il y a peu en tout cas, on l'a pensée en n'imaginant pas que les ressources, et principalement évidemment les ressources fossiles, étaient finies. Et donc on s'est posé la question uniquement du coût plutôt de l'extraction et de la distribution, et très peu la question de ce que l'économiste va appeler le coût d'amortissement ou de remplacement des ressources. Ça complexifie déjà la question. Deuxième raison pour laquelle on est face à une situation complexe, c'est que nous sommes dans des activités, donc de production ou de consommation, qui vont avoir des effets sur d'autres personnes ou d'autres collectivités que ceux qui vont produire ou consommer. On parle d'externalité et on dit dans ce cas-là qu'effectivement nos actions, nos actes économiques ne vont pas seulement impacter ceux qui sont directement concernés par la transaction, mais qu'ils vont, ici dans le cas de l'énergie, avoir par exemple des effets sur le réchauffement climatique. Donc ça rend aussi les choses plus complexes pour l'économiste. Troisième élément qui rend les choses complexes, c'est l'idée que nous sommes face, quand nous réfléchissons aux solutions d'avenir, par exemple à l'idée qu'on pourrait utiliser l'énergie renouvelable, nous arrivons alors sur la question de la gestion des communs. Pour l'économiste, c'est quelque chose de très difficile à appréhender. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une ressource limitée qui appartient à tout le monde et que nous devons gérer collectivement en bon père de famille? Quelles sont les règles de l'action collective par rapport à ça? Ça, c'est un troisième élément de complexité. Quatrième élément de complexité, historiquement, l'activité autour de l'énergie s'est construite autour de monopoles, pour des raisons évidentes d'efficacité, des raisons aussi évidentes de puissance publique. L'énergie, c'est un secteur hautement stratégique. Et donc l'économiste, quand on est dans des situations de monopole naturel, ça pose des questions très délicates de régulation, de faut-il libéraliser ou non, faut-il mettre en concurrence. Alors ça, c'est juste pour dire le tableau, ça veut dire pour l'économiste, c'est un oiseau rare. Cette question énergétique, et donc les questions sont particulièrement complexes, et ça veut dire, idée 2, que quand on réfléchit à la question énergétique, on est en droit de se dire, le système va être complexe, le système qu'on va mettre en place va être complexe, mais on peut énoncer une série de vertus qu'on voudrait y voir. Alors les vertus qu'on voudrait voir par rapport à ce système, évidemment, c'est d'abord l'idée d'efficacité, pas de gaspillage, pas de rupture dans l'approvisionnement, aussi une certaine sécurité, pas de dépendance trop grosse vis-à-vis de l'étranger, une limite aux atteintes environnementales, un aspect de justice et d'accessibilité à tous, et un aspect de raison, puisque les ressources pourraient être limitées, comment pouvons-nous diminuer ou réduire notre consommation?
Alors, de manière historique, si on regarde l'énergie, la piste envisagée aujourd'hui paraît très clairement être une piste autour de libéralisation, décentralisation. On parle de plus en plus des possibilités que la technologie offrirait à des systèmes fortement décentralisés. Et dans cette optique de libéralisation et de décentralisation, les acteurs qu'on va identifier sont de nature différente. Et moi, je suis là pour parler d'un type d'acteur, c'est le regroupement de citoyens au sein de coopératives avec un rôle possible à jouer, principalement aujourd'hui, soit dans la production, soit dans la fourniture directement aux clients, aux utilisateurs finaux. Alors les 3 idées à développer sur ces coopératives citoyennes, ce sont les suivantes. La première, c'est de dire de quoi parle-t-on quand on parle de coopératives citoyennes. Essentiellement, on va parler d'organisations dans lesquelles c'est intéressant, et de nouveau pour l'économiste ou le gestionnaire c'est intéressant, les associés vont investir ensemble, mais sont là pour une autre raison. Donc, ils vont réaliser quelque chose ensemble, une production, une consommation ensemble. Et troisièmement, ils ont là donc de l'associé investisseur et de l'usager. Ce sont aussi des personnes qui, en principe, sont là pour porter l'intérêt général. Tout à l'heure, on parlait ensemble à quelques-uns et on se disait, au fond, on peut faire l'hypothèse que dans ces coopératives citoyennes, l'intérêt général est en partie porté par les différents citoyens. Alors ce sont des organisations particulières parce qu'elles sont du secteur privé, mais elles vont mettre des balises très claires à la manière dont elles sont gérées, à savoir que si elles dégagent des bénéfices, l'essentiel va être réinvesti dans des activités similaires, et qu'elles vont aussi avoir un mode de gouvernance où on va limiter le pouvoir votal des actionnaires. Donc on aura en général maximum 10% de concentration de vote au sein des structures. Donc vous savez qu'il existe des coopératives, par exemple éoliennes, moi je vais surtout parler de ça. En Wallonie, on en dénombre à peu près 11, qui donc sont des petits opérateurs, mais qui progressivement prennent leur place, jusqu'ici essentiellement dans la production, et puis plus récemment dans la fourniture avec la coopérative Cociter. Quels sont, alors là, c'est plus ce que je peux peut-être apporter dans le débat aujourd'hui, 2 derniers points. Un premier point, c'est quelles sont les motivations de ces personnes à s'assembler là-dedans, et surtout, qu'est-ce que ça permet? Alors, en termes de motivation ou de profil, on va retrouver dans ces coopératives donc des centaines et des milliers parfois d'individus, donc j'ai les chiffres pour les différentes coopératives, des gens qui sont plutôt des quadragénaires, plutôt assez dans une situation socio-économique favorable, plutôt bien éduqués. Donc on n'est pas avec le grand public, on est déjà avec une catégorie particulière de personnes. Et les gens sont là pour différents intérêts. En général, c'est fondé par des gens qui sont très motivés sur les questions environnementales, mais ils sont très rapidement rejoints par quel type de personnes? Des gens qui vont chercher probablement la possibilité d'un placement rival à un compte d'épargne qui ne rapporte rien. Des gens qui cherchent aussi à retrouver une certaine maîtrise de la compréhension des phénomènes. La question énergétique, c'est pas facile. Et via l'appartenance à une coopérative, on peut progressivement prendre conscience des enjeux et du cadre dans lequel on joue. Il y a des gens qui vont là aussi pour les questions de lien social. Et globalement, on voit que le dernier argument, c'est un argument de confiance. Il y a des gens qui vont là parce qu'ils pensent qu'ils ont là face à eux des opérateurs de confiance qui ne seraient pas mus par des intérêts de nature privée ou personnelle. Quels sont les atouts que permettent ces formes d'organisation? J'en ai dénombré 4, et là je m'appuie sur les travaux d'un de mes collègues, Thomas Bowens, qui aurait bien voulu être là ce soir, qui a fait sa thèse de doctorat sur ces coopératives citoyennes, mais il est en voyage à l'étranger, et donc ensemble on a regardé quels sont les atouts de ces structures-là. Premièrement, évidemment, comme tout type de producteurs alternatifs, ce sont des organisations qui vont produire de l'énergie renouvelable avec les impacts positifs que l'on peut imaginer, par exemple en termes de réduction de nuisances environnementales. Plus fondamentalement, les éoliennes citoyennes sont surtout prisées pour leur capacité à générer ce qu'on appelle de l'acceptation de la part des gens. Donc on sait que quand on est dans la production d'énergie renouvelable, et en particulier l'éolien, on a un fort phénomène de rejet, c'est très difficile de trouver des terres disponibles, et donc forcément la plupart des gens n'ont pas envie d'avoir dans leur environnement proche une éolienne. Et on montre que les freins principaux à la construction de ce genre d'outils, c'est d'une part que les citoyens vont regretter de ne pas avoir de relation de confiance avec le développeur. Ils vont regretter aussi de devoir supporter les coûts alors que probablement les bienfaits vont être capturés par un type d'opérateur.
Et enfin, ce qu'ils énoncent aussi comme frein majeur, ou en tout cas moteur de résistance, c'est le fait qu'ils n'ont pas accès à l'information, qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir, de donner leur avis. Et donc, quand vous êtes face à une structure comme une coopérative, ben, vous allez pouvoir lever ces freins-là, parce qu'il va y avoir un argument de confiance. Les gens vont se retrouver dans une structure qui leur appartient, et donc il y a une relation de confiance qui s'installe. Ils vont retrouver la possibilité de pouvoir faire une bonne balance entre les coûts qu'ils vont supporter, les désagréments, et le éolienne voit le jour, ben, ils pourront avoir accès à de l'électricité verte relativement à un prix correct, et probablement même un dividende pour leur investissement. Et puis le fait qu'ils peuvent s'exprimer. Et là, on retrouve une citoyenneté, je dirais, de nature énergétique, où les gens peuvent reprendre prise sur leur avenir énergétique par ce biais-là. Troisième argument intéressant par rapport aux éoliennes, c'est qu'elles semblent transformer les comportements de leurs membres. Et donc, l'idée que ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez dans ce type de structure, mais que le fait de participer à l'éolienne va transformer votre comportement de consommation. En général, les gens voient leur consommation diminuer, généralement soutenue par la coopérative qui promeut également la réduction de la consommation. Mais d'autre part aussi, on voit que d'une attitude relativement neutre ou sans avis par rapport à la question énergétique, les gens qui sont dans ces coopératives commencent à prendre des attitudes beaucoup plus tranchées sur la nécessité de la transition et donc ont aussi une capacité à convaincre d'autres sur cette question-là. Et donc, ce n'est pas simplement une neutralité, comme on le voit chez des groupes témoins de personnes de nature similaire. Et puis enfin, et là mon collègue vient aussi de faire des travaux comparatifs là-dessus, si on prend la population qui participe à ces éoliennes par rapport à une population similaire qui ne participerait pas, on voit que les premiers, certes, s'impliquent dans la transition énergétique, mais deviennent aussi, par ce biais-là, par cette porte d'entrée-là, des acteurs importants de la transition dans le reste. Donc, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans la transition du circuit alimentaire, dans la transition des questions de mobilité, comme si le premier pas franchi d'implication dans une coopérative amenait à d'autres pas successifs sur des problématiques qui sont liées, mais qui sont présentes dans d'autres secteurs d'activité. Alors je vais m'arrêter là parce que ça vous donne simplement le type d'études que nous menons, donc c'est-à-dire plutôt sur la forme organisationnelle, le citoyen dans ce type de structure, au fond, qu'est-ce que ça peut changer dans son rapport aux questions énergétiques.